Cette semaine dans Afrique, la minorité catholique copte s'est préparée à rencontrer le pape François en Égypte. Au large de la Tunisie, les gardes-côtes tentent d'enrayer les trafics de drogue et d'êtres humains. Et en Afrique du Sud, un refuge accueille des centaines de cochons nains abandonnés. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Perpétuité confirmée pour Hissène Habré. L'ancien président tchadien est condamné pour crimes de guerre, torture et crimes contre l'humanité. Un verdict rendu à l'issue de son procès en appel devant un tribunal spécial africain à Dakar. C'est une très très grande joie. Et aujourd'hui, c'est un message fort que nous envoyons aux dictateurs. Nous envoyons à tous les violateurs des droits de l'homme. C'est un message très fort. Selon une commission d'enquête tchadienne, la répression du régime d'Hissène Habré aurait fait près de 40 000 morts entre 1982 et 1990. L'Organisation mondiale de la santé lance une vaste campagne de vaccination test contre le paludisme au Kenya, au Ghana et au Malawi. D'ici à 2020, plus de 360 000 enfants recevront une injection contre cette maladie qui tue des centaines de milliers d'Africains chaque année. Ce vaccin n'a pas une efficacité très élevée, mais c'est pour l'instant le plus avancé. 10 ans de prison ferme pour le correspondant de RFI au Cameroun. Le tribunal militaire de Yaoundé accuse Ahmed Abba d'avoir collaboré avec le groupe islamiste Boko Haram et de ne pas avoir partagé avec les autorités camerounaises les informations qu'il détenait. RFI dénonce un procès injuste. Aucun élément de preuve n'a jamais été apporté de ces deux infractions. Donc notre réaction est assez simple. Nous allons poursuivre en appel afin que l'innocence d'Ahmed Abba soit reconnue. Henri Van Breda plaide non coupable. Fils d'une riche famille sud-africaine, il est accusé d'avoir assassiné ses parents et son frère à coups de hache. Mais le jeune homme assure qu'un intrus masqué est responsable du massacre. Accompagné par ses avocats et le représentant du parquet, Henri Van Breda s'est rendu sur la scène du crime pour une reconstitution. Ruée vers l'or au Niger. Des centaines de personnes se précipitent depuis quelques jours à Kafa-Koira, au sud de Niamey. Selon une rumeur qui s'est rapidement propagée, le site renfermerait des filons du précieux métal. Face à la frénésie des chercheurs, des policiers sécurisent désormais les lieux. Saint-Louis Jazz fête sa 25e édition sous haute sécurité dans la crainte d'attentats. Très attendu après son absence l'année dernière, l'Afro-Américain Marcus Miller s'est produit devant un public conquis et ému au deuxième jour du festival. Abidjan compte désormais une place Papa Wemba sur le site du Festival des musiques urbaines. Le père de la rumba congolaise est mort sur scène lors de l'édition 2016 du FEMOA. La place a été inaugurée par les ministres ivoiriens et congolais de la culture en présence des deux filles de l'artiste et de son orchestre Viva la Musica. Dans l'église Saint-Joseph du Caire, dernière répétition pour la chorale. Les fidèles catholiques attendent avec ferveur l'arrivée du pape François en Égypte. Le pontife sera au Caire vendredi et samedi pour son premier voyage dans le plus peuplé des pays arabes. Nous avons commencé les préparations quand nous avons appris la visite du pape il y a environ un mois et quand nous avons su que notre chorale avait été choisie pour participer à la cérémonie. Le pape vient soutenir les chrétiens d'Égypte endeuillés et inquiets après des attentats meurtriers. Pour le patriarche copte catholique, cette visite a pris une dimension hautement symbolique. Début avril, un double attentat suicide a fait 45 victimes dans 2 églises coptes. L'Égypte mérite de recevoir du soutien, en particulier avec ce qui se passe et les attentats terroristes et criminels dans le pays. Sur les 9 millions de chrétiens égyptiens, 270 000 sont catholiques. Une petite communauté qui veut réserver un accueil mémorable au pape et qui espère que sa visite renforcera le dialogue avec les autorités musulmanes. Cette visite est très importante pour consolider le dialogue entre les religions. Ce dialogue a été interrompu pendant un temps, mais le pape François est arrivé et l'a relancé. Les visites de délégation se sont multipliées entre le Caire, l'université Al-Azhar et le Vatican.
La visite du pape François intervient 17 ans après celle de Jean-Paul II qui avait marqué les esprits. Samedi, il dirigera une messe dans un grand stade de la banlieue du Caire. Depuis sa cabine de pilotage, le commandant Mohamed Nasser scrute les écrans des radars. Avec son équipage de la garde nationale maritime tunisienne, il est à la recherche de trafiquants d'un nouveau genre. Pour mener leur trafic, ils utilisent des vedettes ultra rapides entre la Tunisie et l'Italie toute proche. Nous avons fait échouer des opérations dans lesquelles des Tunisiens en provenance du nord de la Méditerranée étaient impliqués. Ils viennent seuls et on trouve des devises, des cigarettes. Ce sont des choses qui existent. Depuis longtemps, des migrants prennent la mer en direction de l'Italie depuis la Tunisie. Mais ces derniers mois, de nouveaux trafics ont émergé, cette fois dans le sens nord-sud. En mars 2017, les gardes-côtes tunisiens ont mis la main sur plus de 31 kilos de cocaïne larguée dans les eaux tunisiennes par une vedette rapide. Avec cette opération et avec nos investigations sur ce nouveau phénomène qui a commencé à émerger surtout depuis l'année écoulée, nous prévoyons d'autres opérations puisqu'il y a des quantités aussi importantes. Donc on doit s'adapter à ce nouveau danger. La révolution de 2011, qui a renversé le régime de Ben Ali, a laissé place à un vide sécuritaire. Et des trafiquants en tout genre s'y sont engouffrés. Les circuits de la contrebande étaient bien connus et bien maîtrisés par les proches du régime. Et de ce fait-là, il n'y avait pas de contrebande d'armes et de drogue. C'était presque une condition du contrat. D'après les gardes-côtes, des réseaux internationaux ont pu installer des antennes en Tunisie, profitant des bouleversements politiques. Un défi de plus pour ce pays toujours en pleine transition depuis le printemps arabe. Tous les cochons sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, comme ces deux chouchous, Michael et Misty. Ils vivent avec près de 300 autres congénères dans ce refuge au nord de Johannesburg. Leslie Giles a fondé ce sanctuaire en 2004 pour sauver des chiens, mais elle s'est retrouvée submergée par des cochons domestiques dont leur propriétaire ne voulait plus. Aujourd'hui, nous avons 271 cochons qui vivent ici et nous ne pouvons pas en prendre plus. Il faut créer d'autres refuges pour cochons, vraiment. Marlène van der Berg a eu l'un de ces cochons nains. À l'achat, on lui avait promis qu'il resterait miniature. Mais les cochons nains adultes peuvent peser jusqu'à 70 kilos. Et Marlène n'en revenait pas de la taille que Bacon avait atteint. Ils sont tout mignons et adorables quand ils sont bébés. Et puis ils grandissent. C'est comme tout, ça grandit. Et les gens les abandonnent. En semaine, Leslie est manager d'un casino. L'essentiel de son salaire passe en frais pour nourrir et abriter les cochons réfugiés. Mais malgré tous ses efforts, elle en est persuadée, certains gorets dépriment. J'ai vu des cochons rester contre un mur sans bouger, refuser de se nourrir et se laisser mourir de faim, littéralement, parce que leur famille leur manque. Pour eux, leur famille, c'est leur troupeau. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont abandonnés. Oui, il y a plein d'autres animaux ici, mais ils avaient une famille et cette famille les a abandonnés. La dépression chez les cochons est un vrai problème auquel les refuges doivent faire face. Au moins, ces cochons ne finiront pas à la rôtissoire. Les plus chanceux feront même de vieux os. Soudan est le dernier rhinocéros blanc mâle au monde. Âgé de 42 ans, il est désormais trop vieux pour se reproduire naturellement et a pour compagne 2 femelles stériles. Les scientifiques veulent donc pratiquer la fécondation in vitro pour éviter l'extinction de cette espèce. Nous avons un long chemin à parcourir et il s'agit d'un programme de 10 voire 15 ans pour sauver cette espèce. Nous estimons qu'il coûtera entre 9 et 10 millions de dollars. Dans notre prochaine édition, nous irons au Sénégal où de nombreuses femmes participent à une tontine pour financer leur projet. À la semaine prochaine.